Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, 8611 candidats affrontent les épreuves du CAP. Depuis ce matin, l'examen est lancé ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. On fait le point dans ce 13h. Paul Ronquin, nommé chef de file de l'opposition, suscite débat. Sa légitimité et son poids sont pointés. La société civile réagit à suivre le dossier dans ce 13h. Qualité, durabilité et respect, c'est ce qui doit guider le choix des fournitures énergétiques au Bénin. Les délais de projet sont non négociables. Notification du ministre de l'Énergie aux responsables de l'entreprise Eiffage et sa filière MT en charge de quelques projets. Vous l'entendrez dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. On marque un arrêt dans les centres de composition. Le certificat d'aptitude professionnelle a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 7 centres sont retenus pour accueillir les 8611 candidats. Marion Capo a procédé ce matin au lancement des épreuves écrites en présence de nos reporters Rachidat Biomama et Rodrigue Londomé. Regardez. Transparence oblige. Le lot d'épreuves bien impacté est présenté à tous. Puis ouvert devant témoins, ici au lycée technique et professionnel Pondéou, un des 16 centres retenus pour accueillir les candidats. Au programme ce matin, la composition française. Depuis que vous avez commencé cette année, vous saviez qu'il y avait un examen à passer là. Vous savez ça. Donc ce n'est pas une surprise pour vous. Et vous vous êtes préparé en conséquence. Au total, ils sont 6811 candidats inscrits cette année pour le certificat d'aptitude professionnelle contre 4875 en 2020, soit un taux d'accroissement de 39,11%, un boom remarquable qui n'est pas le fruit du hasard. La politique du gouvernement consistant à inciter nos concitoyens vers l'option de la formation technique et professionnelle a véritablement donné un impact concret cette année parce que l'effectif inscrit a connu une augmentation très forte, ce qui nous a contraints à nous surpasser au niveau des dispositions à prendre pour réussir l'organisation. Et là, je suis heureux parce qu'il n'y a aucun nuage à l'horizon. Pour le ministre Marion Capo, cet engouement pour les filières professionnelles marque l'adhésion des populations aux réformes en cours dans ce sous-secteur de l'éducation. Depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais connu cela. Nous comprenons donc que les populations, les parents d'élèves, de même que les apprenants, ont compris l'insistance du gouvernement pour la valorisation de ce sous-secteur. Je dois dire que au niveau des préparatifs, tout se passe bien. Les candidats, je les ai trouvés très sereins et je pense que cela doit donner des résultats encourageants. Cet examen du CAP se déroule dans 4 options: les sciences et techniques industrielles, les sciences et techniques des métiers d'art, l'enseignement familial et social, ainsi que l'hôtellerie et la restauration.
Parlons politique. La nomination par décret de Paul Hongpei comme chef de file de l'opposition suscite des débats. Société civile comme politique s'interrogent sur la légitimité et le poids de ce rôle qu'incarne le secrétaire général, le secrétaire exécutif du parti FCBE dans ce dossier préparé par Rachida Biomama et Calvado Arwanou. Experts en gouvernance et acteurs de la société civile se prononcent entre autres sur les défis qui attendent Paul Hongpei. Regardez. C'est une fonction éminemment officielle qu'exerce désormais Paul Hongpei. Celle-ci n'intervient pas ex nihilo. La loi portant statut de l'opposition votée en 2019 l'autorise. Le président Patrice Talon l'a acté. Ce n'est pas la première fois que le Bénin dispose d'une telle loi. En 2002, nous avions déjà eu une loi portant statut de l'opposition, ainsi que les décrets d'application, mais qui n'ont pas forcément abouti. Donc, au terme de la nouvelle loi qui amende et abroge l'ancienne dans les dispositions contraires, le chef de file de l'opposition est un des chefs des partis d'opposition, les partis qui ont fait la déclaration d'opposition. Plusieurs pays d'Afrique francophone l'ont adopté sans jamais l'appliquer. En sautant le verrou, le président Patrice Talon se démarque du lot. Le fait qu'aujourd'hui, les tests sont respectés, c'est déjà une vitalité de notre démocratie. Élever à cette dignité l'opposition, c'est envoyer le message que dans une société démocratique, on a besoin d'opposition, que l'opposition est digne d'être vécue. C'est la liberté d'expression que Patrice Talon veut ainsi prôner. C'est qu'il autorise toute critique objective, avec cette critique, avec des propositions concrètes de l'opposition, que le chef de l'État puisse construire la nation. Pour certains, notamment les détracteurs de la fonction, il aurait fallu que le chef de file de l'opposition soit nommé par ses pairs. C'est assez paradoxal en effet, mais c'est la loi qui dispose ainsi. Nous n'allons pas réinventer la roue et partout ailleurs d'ailleurs. C'est plus ou moins comme ça. Pour être chef de file de l'opposition, il faut être le chef d'un parti de l'opposition déclaré ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives. À défaut, obtenir le plus grand nombre d'élus communaux. Dans le cas d'espèce, le parti qui remplit ces conditions est fatalement le parti FCBE qui a pris part aux dernières communales à défaut d'avoir été aux législatives et qui a pu s'en sortir avec les 10% de suffrage et une certaine présence dans les conseils communaux qu'il contrôle d'ailleurs à raison de 6, me semble-t-il, sur 77. Donc on aurait pu penser que c'est celui qui était candidat éventuellement à la présidence pour le camp de l'opposition qui aurait dû être retenu. Mais ce n'est pas rapport aux fonctions au sein du parti que la désignation se fait. Sur Paul Hongpei repose désormais d'énormes responsabilités. Premier travail, rassembler tous les partis politiques se réclamant de l'opposition et qui ont un statut légal. Il a travaillé à gagner la confiance de ses pairs, de ses autres pairs de l'opposition, pour représenter la meilleure synthèse possible des positions de l'opposition. Paul Hongpei doit rendre public dans les tout prochains jours, pour ne pas dire dans 1 ou 2 mois ou plus, un programme d'action bien cohérent de l'opposition pour pouvoir faire développer le pays à travers des propositions concrètes. Cette nomination indubitablement induit des avantages pour Paul Hongpei. La loi sur le statut de l'opposition prévoit un décret pour les fixer. L'on sait néanmoins qu'il a droit à un salaire, un garde du corps, entre autres privilèges. Il jouit d'un personnel civil, du paiement de ses frais d'électricité et d'eau. En tant qu'interlocuteur privilégié du pouvoir exécutif, il doit être consulté par le chef de l'État sur les questions importantes engageant la vie de la nation, autant de pouvoirs concédés par l'exécutif qui font naître des suspicions. Ne soyons pas négatifs. Vous êtes trop pessimiste dans le pays. Non. Moi, je suis optimiste. Et celui qui a été nommé, il n'est pas un bébé. Alors, faites-lui confiance. Laissez-le faire son travail
jusqu'à un certain moment, et si nous devons l'évaluer, nous apporterons les critiques après. Plus que jamais, l'opposition béninoise est face à son destin. Pourra-t-elle sortir de son propre piège du chacun pour soi et du après-moi, le déluge, pour enfin s'affirmer? Les querelles entre opposants céderont-elles la place à une opposition plus unie et plus forte? Tout dépend notamment de lui, Paul Hongpé. Il le sait que ce n'est pas un cadeau. Voyons à présent ce bilan. La coordination départementale du Parti Union progressiste du Plateau fait l'évaluation de sa participation à l'élection présidentielle à Kéto sous l'égide de quelques hauts responsables du parti, Antoine Igikolaole et Louis Vlavonou, président du Parlement. Se sont entretenus Brice Songbo et Firmin Bassao. Loin d'être une rencontre de plus, cette assise des coordinations de campagne électorale des élus communaux et des cadres de l'Union progressiste du Plateau se veut une rencontre de réflexion profonde sur l'avenir du parti. Un parti qui entend mieux se propulser au devant de la scène politique après l'élection présidentielle du 11 avril dernier où le parti semble n'avoir pas comblé les attentes dans le Plateau. Sur 12 départements, le Plateau occupe la 9e place. Donc nous sommes parmi les derniers. Au moment de la pré-campagne et de la campagne, nous avions dit que c'est l'avenir du Plateau qui se joue et que 90% de taux de participation, 90 suffrages exprimés en faveur de notre duo Talon-Talata, est-ce que le but est atteint? Ce que nous avons appelé démocratie, c'était des scénarios où de façon répétitive, on distribue de l'argent. Et cette fois-ci, on a décidé qu'on ne distribuerait pas de l'argent. Avec toutes les menaces qui avaient été proférées, il n'est pas étonnant que les gens n'aient pas eu envie de sortir. Si nous voulons changer notre pays, si nous voulons changer le département du Plateau et en faire quelque chose de bien pour les agriculteurs qui n'ont pas encore l'eau partout, si nous voulons que le petit instituteur dans le petit rameau ait l'électricité, nous devons d'abord penser à construire l'Union progressiste. Pour les ténors de l'Union progressiste, l'important aujourd'hui est de savoir tirer leçon du passé pour aller de l'avant. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté haut, mais c'est ceux qui ont toujours su se relever. Donc, ce n'est pas encore la fin. Vous portez la responsabilité du devenir de notre département. Ayez l'ambition de faire de l'Union progressiste une force puissante qui va prochainement et bientôt diriger le Bénin. 2023 n'est plus loin et la lutte sera féroce, annoncent les responsables de l'Union progressiste. Ils entendent relever de nouveaux défis en travaillant pour l'enracinement du parti dans chacune des 5 communes du Plateau. À l'occasion, des cartes de membres ont été distribuées. Eh bien, à l'issue de ces assises, des participants saluent des résolutions tenues et s'engagent à œuvrer pour la culture du vrai militantisme. Voici le communiqué final. À l'issue des débats qui ont suivi les travaux en panel, d'importantes recommandations ont été formulées à l'endroit des instances nationales du parti et à l'endroit de la coordination départementale. Les camarades présents à cette importante rencontre se sont félicités de la réussite de l'initiative et surtout de la qualité des débats qui ont été menés. Les délégués de cette assise venant des 5 communes sont partis très satisfaits des résultats obtenus et ont exprimé le vœu de voir renouveler de pareilles initiatives. Et puis, ce journal se poursuit. L'énergie fait depuis 5 ans objet de priorité au Bénin. Qualité, durabilité des infrastructures énergétiques, respect des délais et impact local des projets sont des critères officiels non négociables, exigences notifiées à toutes les entreprises. C'est le cas avec Eiffage et sa filière RMT, dont les responsables
ont eu droit à une séance de vérité avec le ministre de l'Énergie. Regardez. Dans sa politique de développement des énergies et d'électrification du pays, le gouvernement béninois ne se donne aucune limite en termes de qualité et de durabilité. Pour Patrice Talon et Donat Jean-Claude Oussou, les Béninois méritent de bénéficier de la qualité la plus élevée en matière d'énergie électrique. C'est une raison suffisante pour que les travaux sensibles d'électrification de nos contrées bénéficient des expertises les plus pointues dans le domaine. Le ministre de l'Énergie a reçu à son cabinet M. Ludovic Duplan, directeur général international de la branche énergie système du groupe EIFAGE. Nous avons passé en revue les différents projets sur lesquels ils sont. C'est une occasion pour moi de rappeler les exigences du gouvernement béninois, faire en sorte que les délais contractuels prévus soient scrupuleusement respectés. Ludovic Duplan apprécie le secteur béninois de l'énergie. Depuis que je suis au Bénin, j'ai pu constater le fantastique développement du pays et puis la dynamique dans le secteur de l'énergie qui est très forte, puisqu'il y a de nombreux projets en cours et on sent qu'il y a un dynamisme fort aujourd'hui au Bénin. Les dernières missions des 2-3 dernières années ont montré une dynamique impressionnante et une accélération du développement du domaine de l'énergie qui est vraiment considérable. L'entreprise EIFAGE, par sa filière RMT, installée au Bénin depuis 30 ans, a en charge de nouveaux travaux qui seront d'ici quelques jours lancés dans 4 départements du Bénin. Nous allons bientôt aller lancer une grande phase de projet de transport et de distribution dans le nord du Bénin. De Ouessé jusqu'à Parakou, et après de Parakou jusqu'à Ndali, dans la zone de Djougou, tout ce qui est réseau électrique depuis Prékété jusqu'à remonter à Djougou, et passer tout ça qui est aujourd'hui en 20 kV, en 33 kV. Dans la région de Natitengou également, tous les réseaux qui sont 20 kV aujourd'hui seront passés en 33. Ce projet est très important parce que ça permettra un transit plus important de l'énergie. Ça va rehausser la qualité de l'énergie fournie aujourd'hui aux populations. Et je pense que l'État a vu juste d'intégrer ce volet dans le compact MCA. Pour ces travaux, RMT a déjà pris toutes les dispositions pour le démarrage et pour une livraison en qualité et en délai. Et on retrouve aussi dans ces projets un niveau d'exigence de plus en plus élevé en termes de qualité, en termes de prestations, qui est vraiment pour nous actuellement un domaine d'exigence qui est maximum par rapport à ce qu'on retrouve dans la sous-région. Il est hors des questions de perdre la face vis-à-vis des autorités en matière de respect du délai, de la qualité des projets réalisés. C'est ça qui fait notre fierté. RMT, c'est plus de 1000 agents béninois qualifiés. En faisant le choix de cette entreprise, le gouvernement béninois fait la promotion et le maintien des emplois, en même temps qu'il travaille au développement du secteur de l'énergie au Bénin. Voyons ce changement à la tête de FESICAM Bénin qui change de patron. Victorin Kodjo Ruidano cède son fauteuil à Clément Nkoupotin Yadonta à la tête de la fêtière des caissiers d'épargne et de crédit agricole mutuel. Le DG sortant fait valoir ses droits à la retraite auréole de reconnaissance. Le tout nouveau a pris ses marques devant nos reporters. Regardez. Atterrissage en douce à la FESICAM Bénin d'un directeur général sortant, congratulé par son bilan. En une décennie de gestion, Victorin Kodjo Ruidano administre avec justesse la thérapie nécessaire à cette fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel, dont les indicateurs affichent le vert. Depuis 10 ans, la surveillance et le contrôle se sont renforcés au niveau de toutes les institutions du réseau. Les vols et malversations ont diminué considérablement. Il aura fallu 10 ans de refonte des tests, d'innovation et d'initiative dans une bonne dose de rigueur avec l'adhésion de tout le personnel pour que nous ayons une maison transfigurée. La FESICAM Bénin présente désormais un visage rayonnant avec de bons indicateurs de performance. Un actif total évalué à plus de 100 milliards de francs CFA illustre notamment les prouesses de ce directeur général sortant. Tous les acteurs du réseau de la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, ayant travaillé à vos côtés,
Aujourd'hui, il faudrait bien être là pour vous souhaiter une bonne retraite. Une retraite méritée, illuminée par une courbe ascendante d'efforts. À la tête de la FESECAM Bénin, Victorin Kodjo-Houedanou a également à son actif des encours de dépôt et de crédit en hausse, respectivement évalués à plus de 61 milliards de francs CFA et 65 milliards en 10 années de management. Reconnaissance aux pionniers de la FESECAM, aux dirigeants élus et surtout au personnel. À ses désormais anciens collaborateurs, Victorin Kodjo-Houedanou rappelle. Chers amis, l'épargne confiée par le client est sacrée. On n'y touche pas. Transition trouvée pour s'adresser à son successeur, à qui il montre certains défis. Mon seul regret à ce jour est de n'avoir pas pu décrocher pour la FESECAM l'agrément pour l'émission et la gestion de la monnaie électronique. Le directeur général entrant mesure l'ampleur de la tâche. Clément Yadonta s'inscrit dans la continuité. La FESECAM a changé de directeur, mais elle ne changera pas de direction. Nous allons maintenir le cap. Maintenir le cap pendant que le directeur général sortant savoure sa retraite. Victorin Kodjo-Houedanou est honoré par ses pairs. Il a reçu cadeaux et distinctions. Et à l'occasion, ce gâteau pour symboliser ses 60 ans d'âge, dont la moitié entièrement consacrée à l'épanouissement de la FESECAM Bénin. Et on part à présent pour la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbenou a procédé ce lundi à la cérémonie de remise des attestations aux meilleurs travailleurs de la Cour constitutionnelle. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la cérémonie en différé à la tête du travail, à la fête du travail, le compte-rendu de Robert Copin-Edor. Ils sont salués pour leur travail bien fait. Ces agents méritants de la Cour constitutionnelle élus par leur pairs reçoivent ici des mains de l'autorité institutionnelle des lettres de félicitations. Je voudrais vous saluer tous à l'occasion de cette fête du 1er mai. La valeur essentielle dans une société démocratique, c'est la valeur travail. Et au quotidien, nous sommes appelés à faire mieux, à faire davantage. Pour les récipiendaires, au-delà de la reconnaissance, c'est une invite à mieux faire. Je ne peux que remercier le président pour l'initiative parce que je crois que c'est pour la première fois qu'on a eu à faire une élection désignant les agents modèles à la Cour. Donc c'est une bonne initiative et puis j'exhorte les collègues à faire davantage aussi le travail pour plus de mérite. Cette célébration a également été marquée par un clin d'œil au personnel militaire qui s'est investi dans la présidentielle d'avril dernier. Et on passe à une autre reconnaissance, la 38e édition des Trophées Bénin Bonne Gouvernance Awards. C'est tenu jeudi dernier à Cotonou, événement du réseau Bénin Espoir qui fait la promotion de la culture du mérite professionnel au service de la communauté, à l'honneur cette fois-ci des professeurs d'université Robert Copin-Edor et Simon Vian. 6 nominés pour cette 38e édition des Trophées Bénin Bonne Gouvernance Awards dédiés aux universitaires. Directeurs d'instituts, doyens de facultés et directeurs d'école sont ici distingués. C'est le couronnement de plusieurs années consacrées à la recherche et à la formation. Pour cette première phase du projet, malgré le nombre très élevé des universitaires de nos différentes universités, et eu égard au caractère rigide et inattaquable des critères de sélection, nous avons pu sélectionner un directeur d'institut, 2 doyens de faculté et 3 directeurs d'école, dont une seule femme. Nous leur renouvelons toutes nos sincères félicitations car nous sommes venus de très loin avec eux. Néanmoins, il faut préciser les raisons qui nous motivent à procéder à la présente décoration. Premièrement, promouvoir la bonne gouvernance en milieu universitaire. 2. Motiver les directeurs des écoles et instituts ainsi que les doyens des facultés des universités publiques du Bénin à une meilleure gouvernance des ressources publiques.
3. Augmenter la crédibilité des entités universitaires aux yeux des partenaires techniques et financiers. Pour les récipiendaires, au-delà de la reconnaissance, c'est une invite à mieux faire. C'est pour nous un réel motif de satisfaction et une grande émotion, cette distinction que l'ONG Bénin Espoir nous accorde. Nous tenons donc à dire à l'ONG Bénin Espoir que c'est réellement un engagement qu'il nous invite à prendre devant les autorités, devant toute la communauté universitaire et devant nos collègues enseignants-chercheurs pour que la bonne gouvernance au Bénin soit davantage promue. Le vœu des organisateurs est que ces universitaires, exemplaires au plan de la bonne gouvernance, soient désormais des modèles pour leurs pairs. Et puis on finit avec Novicha 2021, c'est bientôt. Grand Popo se prépare pour sa légendaire fête des retrouvailles fraternelles, une édition qui coïncide avec le centenaire de l'événement, un centenaire dont les festivités ont déjà démarré avec une caravane fluviale originale. Allons donc flotter un peu avec Ariane Da Silva dans ces fleuves. Benjamin Denayon y était également, regardez. Une caravane sur l'eau pour lancer les festivités de Novicha 2021. La caravane a été animée par les populations de plusieurs villages Hula et Huela du Bénin et du Togo. Une activité qui appelle à la grande mobilisation autour des 100 ans de Novicha. Nous fêtons cette journée pour faire participer toutes les communautés Hula et Huela à Novicha, surtout à son centenaire, pour que nul ne puisse dire « je ne suis pas au courant » que le centenaire aura lieu et que le centenaire aura bel et bien lieu. C'est que nous voulons faire comme ce que nos aïeux faisaient avant. Les pères fondateurs de Novicha, où le jour de Novicha, de toutes les contrées, les populations venaient pour fêter ici à Béton. C'est ce que nous voulons encore réinstituer, mais avec une innovation, pensant qu'avec votre concours, nous pouvons demain transformer ça en festival qui puisse précéder le jour de Novicha. Pour le centenaire de Novicha, le comité d'organisation a concocté un programme riche en couleurs. Nous avons préparé la grande nuit avec King Bensa et Bessis Lawadji. La messe sera dite avec l'évêque de Lokossa, Monseigneur Agbanou. Et après, ce sera la grande réjouissance. Tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui vont envoyer des délégations pour la grande manifestation. Chaque village va organiser son Novicha pour respecter les mesures anti-Covid, pour qu'il y ait le moins de monde possible à la place Novicha. Parce que si tout le monde arrivait, on ne peut pas vraiment tout contrôler. Ça aussi, c'est nouveau. Avant tout le monde arrivait à la place Novicha, nous allons organiser la finale de foot. Nous avons des jeux d'hiver. Et dans les semaines à venir, il y aura la conférence débat et puis nous aurons la distinction honorifique pour les membres méritants. Nous allons aussi penser à ceux qui nous ont précédés. On va les décorer aussi à titre posthume. Pour marquer les 100 ans de Novicha, le bureau exécutif fédéral met en œuvre son programme social en faveur des communautés. Des équipements médicaux ont été offerts aux centres de santé de Révé et de Gbefa. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus.
Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 bulletin d'information. À 19h, le JT des régions. À 20h, Osia Sonovo reprend ce fauteuil. À 23h, Estelle Pazot intervient. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Surtout à vous tous qui nous regardez à Kiza, depuis le village du Zou. C'est la commune de Zobodomé. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.